À la une de l'actualité ce soir, cette fusion de partis politiques, le MPS de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida et l'UNUR-PS de Maître Benewende Sankara veulent former un même parti. Les deux formations politiques ont signé ce matin un protocole de fusion. Tous les détails à suivre dans cette édition. À suivre également ce soir la sortie médiatique des comités CGTB de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ils maintiennent la pression à quelques 48 heures de l'ouverture du procès en appel de l'affaire dite de recrutement frauduleux à la CNSS. Ils exigent le départ du directeur général. Lassane Savadogo est accusé de fouler au pied les décisions de justice. Puis nous irons sur les traces des bulldozers dans la région du Nord qui est en mouvement. Plusieurs chantiers sont en marche dans la ville de Waïgouya et sur bien d'autres axes de la région. Constat à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. C'était le 4 août 1983, des jeunes commandos à leur tête, un certain capitaine Blaise Compaoré. Il débarque à Ouagadougou et s'empare du pouvoir de Jean-Baptiste Ouédraogo. Ainsi est né le Conseil national de la Révolution, conduit par le fougueux capitaine Thomas Sankara, libéré de la prison. Une révolution qui va durer 4 ans. 4 années de traces indélébiles au cours desquelles d'importants projets socio-économiques sont réalisés au profit des populations. 38 ans après, les idéaux de la révolution continuent de fasciner partout dans le monde. Au Burkina Faso, des partis dits sankaristes sont nés, mais jamais ils n'ont pu obtenir le pouvoir. Parmi eux, l'UNUR-PS de Maître Benewende Sankara, le parti de l'œuf, qui passe à une autre étape de sa vie. Depuis ce 4 août, il a fusionné avec le MPS de Yacouba Isaac Zida. La convention a été signée ce matin au siège même de l'UNUR-PS. Raoul Nassa, Maxime Ilboudo et Benjamin Kwame nous en disent plus. Une signature, puis une chaude poignée de main. Par ce protocole d'accord, l'UNI-PS de Maître Benewende Sankara et le MPS de Yacouba Isaac Zida mutualisent leur idéologie pour la création d'un parti politique unique. S'unir pour mieux servir, c'est la clé de voûte du message lancé par les deux partis lors de cette cérémonie de signature de protocole de fusion. Les partis politiques MPS, UNIR, PS, signataires du présent protocole, s'engagent à la fusion de leurs partis pour la création d'un parti politique. Je souhaite que ce sera une union d'abord pour le meilleur et pour le pire. Et je crois qu'un tel mariage, c'est pour la vie. Donc pour nous, c'est un jour heureux, c'est un jour nouveau, c'est une naissance, c'est une renaissance comme on le veut. Mais en tout cas, cette fusion entre nos deux forces politiques vient sur l'échiquier politique burkinabé comme étant une nouvelle force, donc une renaissance. En attendant la tenue d'un congrès constitutif pour connaître le nom et les orientations du nouveau parti, une commission de 10 membres a été installée pour réfléchir sur les clauses qui encadrent cette fusion. La mise en place de la commission ne dissout pas les organes dirigeants des partis signataires MPS, UNIR, PS, directions issues de leur congrès. Ces directions reçoivent, à titre transitoire, la mission d'entreprendre toutes les démarches utiles et nécessaires pour opérer avec sérénité et harmonie le processus de fusion pour la constitution juridique du nouveau parti. Un appel fort est cependant lancé à toute formation politique et d'obédience sankariste à rejoindre les deux partis pour une gouvernance vertueuse. On ira toujours, en tout cas, loin, tant que les sankaristes comprendront que seuls, ils ne représentent rien. Mais unis, c'est une force politique capable de créer les conditions d'une véritable alternative. En décidant d'unir leurs forces ce 4 août, date marquant l'anniversaire de l'avènement de la révolution d'août 1983, les deux forces insurgées veulent ainsi écrire une nouvelle page de l'histoire du mouvement sankariste.
Plus que 48 heures avant le début du procès en appel de l'affaire dite de recrutement frauduleux à la Caisse nationale de sécurité sociale, à 2 jours donc du procès, la coordination des comités CGTB de la CNSS maintient la pression. Une conférence de presse presque à charge contre le directeur général après que la Cour de cassation ait ordonné la réintégration des 84 agents dont le recrutement est entaché d'irrégularité. Rien n'a été fait pour respecter cette dernière décision judiciaire. S'indignent les syndicalistes. Ils dénoncent la situation qu'ils imputent au directeur général Lassane Savadogo. Arsène Konditamdi. Le 17 juin dernier, la Cour de cassation avait annulé la décision rendue par le tribunal de grande instance de Ouagadougou qui avait précédemment ordonné à la CNSS d'intégrer et dédommager les 84 agents dont le recrutement semble entaché d'irrégularité. Environ 2 mois après cette décision, ces agents sont toujours en service. Pour la coordination des comités CGTB de la CNSS, le directeur général Lassane Savadogo traîne volontairement les pas. Lorsqu'il s'est agi d'appliquer l'ordonnance de référé numéro 151 du 8 août 2019, Monsieur le directeur général a mobilisé ses services le week-end pour satisfaire les requérants. Aujourd'hui, il se refuse à appliquer une autre décision de justice sous prétexte qu'il craint d'ouvrir d'autres contentieux. Ainsi donc, M. Lassane Savadogo, directeur général de la CNSS, fait du 2 poids 2 mesures dans l'application des décisions de justice. Selon la coordination, Lassane Savadogo devrait être admis à la retraite depuis 2019. Le 19 juillet dernier, lors de son mouvement d'humeur, elle avait demandé son départ. Et ce 4 août, Seydou Kone et ses camarades persistent et signent. On estime qu'à un certain âge, selon la catégorie on laisse la place aux petits frères, aux enfants. Ça, c'est la politique d'emploi du Burkina. Voilà. Sinon, si M. Lassane avait fait entreprise Lassane Savadogo et frère, on n'allait pas aller lui demander d'aller à la retraite. Voilà. Mais là, nous sommes dans un établissement public de prévoyance sociale qui fait la promotion de la retraite. Mais pourquoi lui, il a peur d'aller à la retraite pendant que la caisse elle-même fait la promotion de la retraite? Nous gérons des retraités. Voilà, il faut qu'il dépose son dossier, on va traiter. La coordination appelle aussi à un audit des comptes de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous considérons que les salaires qui ont été versés aux 84 agents mis en cause en juillet 2021 et tous les autres salaires qui pourraient leur être versés constituent une dilapidation des cotisations des employeurs et des travailleurs du Burkina Faso et une faute grave de gestion. Nous sollicitons l'Inspection générale des finances, IGF, la Cour des comptes et l'Autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption pour qu'elles se penchent sur la gestion de la CNSS. Contactée, la direction de la CNSS n'a pas souhaité réagir sur les propos tenus par la coordination. Le procès en appel devrait débuter le 6 août prochain. Si vous aviez fait un tour à Waïgouya cette dernière semaine en quittant Ouagadougou, eh bien, vous l'aurez sans doute remarqué, une bonne partie de la voie bitumée a été réhabilitée. Et ce n'est pas tout. Une fois dans la ville, les machines vrombissent à plusieurs niveaux. Plus d'une dizaine de kilomètres de voirie sont en chantier, sans oublier toujours dans la région du Nord les travaux de construction de la route nationale numéro 15, Waïgouya, Séguénéga, Kongoussi. Eux également ont bien démarré et avancent plutôt bien. C'est le constat fait par le ministre des Infrastructures, Éric Bougma, et son équipe était sur les lieux ce mardi. Benjamin Kwame. Waïgouya, la route nationale numéro 2, en plein travaux d'extension. Objectif 2 fois 2 voies pour faciliter la circulation ou encore la mobilité urbaine. Des travaux qui ont démarré depuis Gourcy et dont le revêtement est achevé. Éric Bougma et sa délégation viennent aux nouvelles et constatent de plus près l'évolution des travaux qui prend en compte aussi l'ouvrage de drainage. La RN2, oui, mais il y a aussi d'autres travaux de voirie en cours d'exécution dans la ville. C'est 12,7 km de route dont bénéficie la cité de Naba Kango. Déjà 5 rues sont opérationnelles.
C'est un linéaire cumulé de 12,7 km qui sont en train de se mettre en œuvre. Il y a 5,7 km qui sont financés par le budget de l'État, donc qui fait pour 5 rues. Et il y a un autre volet qui est financé par le PTDU, par la Banque mondiale, et qui fait un linéaire de 7 km. Et là-bas, c'est 6 rues. Il faut dire que globalement, pour ce qui concerne le volet de l'État, financé par le volet de l'État, nous avons un taux d'exécution de 100% à peu près. C'est ce qui est un indice superficiel. Les travaux qui sont en cours actuellement, c'est le volet qui est financé par le PTDU, c'est-à-dire par la Banque mondiale. Et ce volet est à 30% aujourd'hui. Sur les 5 km déjà achevés, le ministre des Infrastructures annonce qu'il y aura des améliorations à faire. Alors, globalement, dans la ville de Waïbuya, nous pensons que les travaux se déroulent bien. Et quand je dis des améliorations possibles, c'est qu'on pourra le faire ultérieurement en béton bitumineux, en faisant un revêtement supplémentaire. Les techniciens prévoient livrer les 7 km restants le 31 octobre 2021. Les travaux de voirie en cours d'exécution, il y a aussi la route nationale 15. Une route qui devrait dévier Sengenega au départ, mais finalement non. Car la RN15, en passant par Sengenega, c'est 64 villages qu'elle dessert. Ici, les travaux de terrassement sont en cours. La route nationale numéro 15 avait été déviée du fait de la construction du barrage de Guiti. Et une commune importante qu'est Sengenega, la commune de Sengenega, avait donc été contournée, tuant ainsi, si on peut dire, l'économie de la zone. Alors le président Roch-Marc Christian Kaboré a pris l'engagement de rétablir le trafic sur la route nationale numéro 15 pour que cette route continue de desservir Sengenega et les différentes bourgades, en tout cas, qui sont à proximité, afin de faire revivre l'économie de cette ville. Une satisfaction générale se dégage chez Éric Bougma. Les travaux ont démarré depuis novembre 2019 pour un montant d'un peu plus de 5 milliards de francs CFA. Au total, 41 ouvrages devraient voir le jour tout au long de cet axe qui part de Waïgouya à Kongoussi en passant par Kaya, Boulsa et Sapaga. L'un des plus importants est le pont de Ramsa, construit au pied du barrage de Guiti. Il était nécessaire de construire un ouvrage géant. C'est ce que nous voyons ici. C'est un pont à poutres en béton armé de 100 mètres de long et de 10 mètres de large. C'est un pont qui a été conçu pour, je dirais, résister à toutes les quantités d'eau possibles sur le barrage. En tout cas, techniquement, c'est un pont qui a été conçu également pour résister de très longues années. La date de fin des travaux sur ce tronçon est prévue pour fin octobre 2021 avec le financement du Fonds spécial routier du Burkina. Le béton bitumineux qui se fait toujours attendre sur l'axe Sidera-Dougou-Banfora dans la région des Cascades avec cette saison pluvieuse qui s'est installée. Emprunter cette route nationale numéro 11 relève d'un véritable parcours du combattant. Ce tronçon, long de plus de 300 km, est dans un état de dégradation avancé. Les usagers souffrent le martyre économiquement pourtant. Cette route est stratégique puisqu'elle relie au moins 3 régions, nous dit notre correspondant sur place, Wilfried Cédric Mabio. Axe Banfora-Sidera-Dougou. Sur ce tronçon de plus de 60 km, c'est un véritable calvaire que vivent les usagers. Maintes fois annoncé, le projet de bitumage de la route nationale 11 qui s'étend sur 322 km et qui rallie les régions des Cascades et celles des Hauts-Bassins sonne comme une illusion pour les populations riveraines. La route n'est pas bonne. Les chauffeurs travaillent gratuitement car le temps de quitter Sidera pour Banfora, les dégâts sur les véhicules dépassent leurs bénéfices. Ils parlent de goudronner la voie depuis 40 ans. Si les ambulances même prennent un malade ici et il veut aller à Banfora, ça veut 3 heures comme ça. La route n'est pas bonne. Donc, sincèrement, on est fatigué. Chaque année, des travaux de réhabilitation sont effectués sur cette voie par le ministère en charge des infrastructures. Une réhabilitation jugée inutile par les populations.
C'est vrai qu'il y a des machines qui viennent arranger la voie, mais elles continuent de se dégrader. Donc, nous voyons que rien n'est encore fait. La route n'est pas bonne. La voie doit être arrangée. Nous tournons un regard vers le gouvernement qu'il fasse un effort. Pour rappel, le Conseil des ministres, en sa session du 14 octobre 2020, a validé le rapport relatif à l'approbation du contrat commercial pour les travaux de construction et de bitumage de la route nationale Banfora-Sidiradougou-Kawa. En attendant la concrétisation des travaux de bitumage de la voie, les machines poursuivent leur réhabilitation. Elle se positionne comme le bras financier des collectivités territoriales au Burkina Faso. La DCT, l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, évalue ses actions menées les 3 derniers mois. Qu'est-ce qui a été réalisé au profit des communes? Quelles sont les perspectives? Des questions qui ont trouvé réponse à la 2e rencontre trimestrielle de la structure dirigée par Bruno Dipama. Après 2 trimestres de mise en œuvre des activités sur le terrain, la DCT marque une halte pour évaluer ses actions. Cette 2e rencontre trimestrielle de l'année 2020 s'est déportée dans la capitale économique burkinabé. À Bobo-Dioulasso, les 13 chefs régionaux de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales se sont retrouvés autour de leur directeur général. Alors, c'est vrai qu'il y a la crise sanitaire et la crise sécuritaire qui ont entravé en tout cas la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités dans certaines régions, notamment la région du Sahel, pour ce qui concerne certaines communes qui sont devenues pratiquement inaccessibles, ainsi que la région de l'Est. Mais malgré tout, le bilan est fort satisfaisant, car nous voyons que des activités ont été menées, des investissements ont été réalisés aux côtés des collectivités territoriales pour le bonheur des populations à la base. Des investissements réalisés dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, entre autres. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement, il y a des acquis majeurs. Et vous savez que la DCT accompagne également les populations à la base pour qu'elles puissent avoir des revenus. Les populations regroupées en groupements et associations, nous finançons les activités lesquelles les activités procurent des revenus aux hommes et aux femmes qui sont dans ces regroupements-là. Et en perspective pour le prochain trimestre marqué par la saison pluvieuse, un accent particulier sera mis sur des projets de développement financés par la Banque mondiale à travers le PACT, le programme d'appui aux collectivités territoriales. À cela s'ajoute la poursuite de la mise en œuvre du projet 3 frontières, un projet dit de nouvelle génération qui intervient dans les communes frontalières du Burkina Faso, du Mali et du Niger. D'un coût global de 6 milliards de francs CFA, il vise à permettre aux collectivités de se dresser face à l'insécurité qui émaille leur développement. Il n'y a pas que la DCT qui intervient dans la région frontalière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, impactée par la crise sécuritaire. Sur le terrain, on y retrouve l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma à travers un projet de stabilisation de la zone. La première réunion du comité régional ministériel du dit projet s'est tenue à Ouagadougou. Maxime Ilboudo, Arsène Konditamde. La région frontalière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso est en proie à l'insécurité. La résurgence des conflits entraîne des déplacements massifs de population et il y a lieu d'agir pour créer un environnement propice au développement. Le sujet préoccupe l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma. Au cours des travaux de la première réunion du comité régional, les acteurs concernés réfléchissent à des actions pour le retour de l'État et des services sociaux de base dans les 3 régions frontalières. Toute chose qui permettra aux populations de retrouver leur vivre ensemble.
aujourd'hui, il est question pour ces 3 pays de désigner justement à travers les différentes structures mises en place, les localités qui seront concernées par ce programme de stabilisation. Et une fois ces localités désignées, identifiées à travers ce qu'on appelle une démarche participative de ces populations, et le programme pourra démarrer et ça va permettre justement de faire retourner les administrations d'aider à faire retourner les administrations dans ces localités. C'est le Burkina Faso qui abrite les travaux de la première réunion du comité régional ministériel du projet de stabilisation de la région du Liptako-Gourma. L'idée est de développer des activités génératrices de revenus dans les localités impactées par la crise sécuritaire. Cette réunion est particulièrement importante parce qu'elle va statuer sur la composition de ce comité de pilotage, mais aussi sur le projet de règlement. L'objectif étant de faire en sorte qu'il puisse y avoir un sursaut civil pour ce qui concerne la stabilisation, le relèvement, le retour de l'État et des services sociaux de base dans les régions, dans les trois zones frontalières pour permettre vraiment à nos populations de retrouver le vivre ensemble, de retrouver un meilleur vivre. Depuis 2020, une phase pilote de 18 mois a été mise en œuvre pour jeter les bases d'un développement et d'une stabilité à grande échelle dans les zones concernées. Cette initiative du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement et de l'Autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma, bénéficie d'un financement à hauteur de 3 millions de dollars repartis entre les 3 pays. Dans le même registre de soutenir l'élan de résilience des populations, dans ce contexte marqué par l'insécurité, il y a le projet de renforcement du dialogue social et religieux au sein des communautés du Nord et du Centre-Nord. Après 2 années de mise en œuvre, l'initiative développée par un consortium d'ONG dont Educo a pris fin. L'heure est donc au bilan. Wenkouni, Alexis Belemnaba. Contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la résilience face à l'insécurité, c'est la raison d'être de Redire, le projet de renforcement du dialogue social et religieux au sein des communautés du Nord et du Centre-Nord. 2 ans après sa mise en œuvre par un consortium de 4 ONG, notamment Children Believe, le Centre diocésain de communication et Tabidal Global, le projet est à son terme. Les résultats sont partagés et le bilan est jugé satisfaisant. La question de la cohésion et la réconciliation doit trouver leur racine au niveau communautaire. Un des résultats importants aussi dans le cadre de ce projet, c'est le fait qu'on a pu impliquer une grande majorité d'acteurs, en commençant par les acteurs politiques, les acteurs religieux, coutumiers, et aussi la couche la plus active de la communauté. Le projet Redire a un impact positif dans ces zones d'intervention selon le représentant pays de l'ONG Educo et les bénéficiaires affichent une réelle satisfaction. C'est l'interpénétration des populations. C'est vraiment pouvoir s'asseoir ensemble et discuter autour des questions et vraiment s'interpénétrer, comme je le disais tout à l'heure, vivre dans la cohésion et vivre vraiment dans la paix. Et ça, c'est essentiel et je pense que c'est un départ pour que les jeunes même ne soient pas enrôlés, surtout qu'ils ne soient pas tentés de se faire enrôler pour ce que nous savons, qui est complètement négatif et qui détruit, j'allais dire, les populations, les familles. L'initiative est également bien accueillie et appréciée par le ministère en charge de la réconciliation nationale. Il compte capitaliser les acquis pour la résolution des crises qui sévissent dans les différentes communautés. Nous allons vraiment capitaliser leurs résultats parce qu'ils parlent surtout des mécanismes endogènes de résolution des conflits. Je crois que c'est très important. Et au niveau du ministère en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, nous accordons une belle place aux mécanismes endogènes qui sont pour nous très importants parce que nous nous inspirons de notre histoire et de notre culture pour trouver des solutions de résolution des conflits auxquels les communautés font face. Redire a permis à des enfants dans ces zones ciblées d'avoir accès à l'école.
C'est l'un des acquis majeurs de ce projet financé par l'Union européenne, indiquent ses initiateurs. Rendre l'éducation accessible à tous les enfants, l'association Petit à Petit et ses partenaires apportent leur contribution. À ce jour, l'association a permis la construction d'une trentaine de classes au profit des populations. Les dernières réalisations ont été faites à Déguélé, dans la commune de Karangasso-Vigué, près de Bobo-Dioulasso, Kader Kondé et Soto Justin Dabiri. Les élèves du village de Déguélé, dans le département de Karangasso-Vigué, bénéficient de 2 nouveaux bâtiments à l'école primaire de Déguélé A. Ce don de l'association Petit à Petit est composé de 6 salles de classe, 168 tables bancs, 7 bureaux, 14 chaises, 9 armoires et 2 étagères pour un montant de 31 200 000 francs CFA. On accompagne le MENA parce que vraiment, pour nous, c'est un scandale absolu qu'au XXIe siècle, il y a encore des enfants qui n'aillent pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'école ou qu'il n'y a pas de place dans les écoles existantes. Pour nous, les droits de l'homme, les droits de l'enfant, le droit à l'éducation, c'est quelque chose de primordial. Et que les parents viennent inscrire leur enfant et que forcément, vu qu'il y a déjà 120, 140 ou 160 enfants dans une classe, on leur dise « Désolé monsieur, trouvez une autre solution », pour nous, c'est inacceptable. L'école de Déguélé a un effectif moyen de 104 élèves par classe, des effectifs pléthoriques qui ne permettent pas un apprentissage efficace. C'est donc avec une joie immense que les premiers responsables de l'éducation du département de Karangasso-Vigué accueillent ces infrastructures. Ces jolis joyaux que nous venons donc d'inaugurer ce matin, ça vient comme une bouffée d'oxygène pour accroître l'offre éducative dans la commune de Karangasso-Vigué en général et dans la circonscription d'éducation de base de Karangasso-Vigué 2 en particulier. Alors donc l'entretien, je pense que nous en ferons donc en tout cas notre credo pour que ces joyaux puissent être bien entretenus. Dans un contexte marqué par un certain nombre d'exigences et de contraintes, une nouvelle infrastructure qui arrive est vraiment un sentiment de joie qui doit nous animer, en ce sens que ça nous diminue encore la longueur des charges à accomplir. C'est en tout 29 classes que l'association Petit à Petit a construit dans le village de Déguélé. Créée par 2 Français, Catherine Chadel et Sophie Danis, l'association Petit à Petit travaille exclusivement depuis 20 ans dans le département de Karangasso-Vigué pour rendre l'éducation accessible à tous les enfants. Dans la région du centre-ouest, elles sont au nombre de 140 filles admises avec brio au BPC session 2021. Elles ont un dénominateur commun. Toutes viennent des milieux empreints d'adversité, mais face à la détermination et à l'appui de l'UNICEF et de la Fondation Occitane, elles ont su briller, de quoi les magnifier lors d'une cérémonie organisée en leur honneur. Abdou Aziz Sari. Aujourd'hui, ce sont elles qui sont sous le feu des projecteurs en tant qu'ambassadrices de l'excellence, des références pour tous leurs camarades. Au nombre de 140 répartis dans les provinces du Boulki-MD, Sicily, Sanguier et du Ziro, ces jeunes filles ont réussi avec brio au brevet d'études du premier cycle BEPC, session 2021. Et ce 30 juillet, c'est toute la région du centre-ouest qui reconnaît leur mérite. En guise de récompense, elles reçoivent des bicyclettes pour certaines et des kits scolaires pour d'autres. Au-delà des récompenses que vous recevez aujourd'hui, sachez que c'est une invite en tout temps à l'excellence, à l'exemptabilité, à tout point de vue. Je vous exhorte par conséquent à persévérer dans la discipline, la culture du travail bien fait. Bref, maintenez chez vous le flambeau toujours haut et bien allumé. Si aujourd'hui ces filles ont pu obtenir leur brevet d'études du premier cycle, c'est aussi grâce à la Fondation L'Occitane et l'UNICEF qui ont assuré leur inscription, hébergement, encadrement et restauration depuis la classe de 6e jusqu'en 3e. Et ce, à travers le projet promotion de l'éducation au poste primaire des filles de la région du centre-ouest qui concerne 450 jeunes filles élèves. Les objectifs sont relativement bien atteints, même si on aurait aimé avoir mieux, parce qu'on a quand même 140 filles qui ont réussi au BPC. Et malgré toutes les difficultés et les obstacles qu'elles ont pu
traversées. Nous, on considère le fait que ce sont des filles qui vivent un peu dans la précarité et dans des conditions un peu difficiles que le projet a soutenu. Donc, nous pensons que les résultats ne sont pas mal, même si on aurait aimé que ce soit mieux. Le BEPC en main, les lauréates du jour pensent déjà au baccalauréat. Elles le savent, atteindre cette étape et décrocher ce premier diplôme universitaire ne sera pas chose facile sans soutien. C'est pourquoi elles demandent au projet de ne pas les abandonner maintenant. Ne nous laissez pas en si bon chemin. Accompagnez-nous. Guidez nos pas sur le chemin de la conquête du baccalauréat. Ceci est notre cri de cœur. Oui, entre vos mains protectrices et si bienveillantes, nous avons obtenu le BEPC. Avec vous toujours à nos côtés, nous serons très bientôt des bachelières. Oui, ne nous laissez pas tomber, s'il vous plaît. Face à cette doléance, l'UNICEF rassure. Des réflexions sont déjà en cours dans la perspective de poursuivre l'accompagnement des filles qui ont réussi au BEPC, mais aussi celles qui sont encore en classe de 4e et qui souhaiteraient continuer leur cursus scolaire. À Ouagadougou, c'est la bibliothèque Kyougou Gabriel qui est en fête. Elle totalise en effet 14 ans d'existence et ce, grâce à l'association Initiative Communautaire Changer la vie Nazemse. Après près de 2 décennies et demie d'existence, ses premiers responsables pensent à la pérennisation de ce cadre, véritable aubaine de promotion de lecture accessible aux enfants de la ville. Amadou Diko, Madina Sionou. Des chants et des pas de danse pour célébrer le 14e anniversaire de la bibliothèque Kyougou Gabriel de l'association Initiative Communautaire Changer de vie, ICCV Bazemse. Ces enfants traduisent ici toute leur reconnaissance envers ce lieu qui leur procure du divertissement, mais aussi un cadre d'études accessible à tous les enfants du quartier Sissène de Ouagadougou. À travers cette cérémonie de l'an 14 de la bibliothèque, Simona Coulmont et ses collaborateurs dressent un bilan satisfaisant de l'association et profitent aussi de l'occasion pour faire des plaidoyers à l'endroit des autorités et des autres acteurs afin que cette initiative perdure pour l'épanouissement de la jeune génération. Déjà 14 ans après, il y a aussi la notion de survie qui se pose. Vous savez que le livre ne rapporte pas de l'argent. Et chaque fois, il faut acheter des livres, il faut apporter de la nouveauté, il faut des activités. Et cela demande l'investissement au niveau financier, au niveau des ressources humaines. Et nous pensons qu'en 14 ans, nous avons fait nos preuves. Et aujourd'hui, il est du devoir maintenant des autres, je pense, au gouvernement, à la mairie, à d'autres acteurs aussi, de nous apporter le soutien nécessaire. Parce qu'en tant que temps, on finit par se fatiguer par ces cérémonies quand on le fait seul. Bernadette Dao, marraine de cette cérémonie, n'a pas manqué de féliciter Simona Coulmont et tous ses collaborateurs pour le service que l'association rend à toute cette jeune génération, et ce, depuis plusieurs années. Je voudrais vous demander de vous joindre à moi pour adresser mes vives félicitations à l'association pour ces 2 événements dont la pertinence et l'intérêt pour les jeunes du quartier me paraissent évidents. Au-delà de cette cérémonie ponctuelle, je voudrais redire ici, haut et fort, et devant vous tous, comme témoins, mon admiration pour l'action globale de l'association ICCV Nazemse, qui porte bien son nom d'initiative communautaire. De ce que je sais, l'action de l'association vise, sans relâche, à améliorer les conditions de vie des enfants, des jeunes, des femmes et de la communauté de façon large. Placée sous le thème culture et éducation environnementale, la célébration des 14 ans de la bibliothèque Kyougou Gabriel de l'association ICCV Bazemse est également couplée à la clôture du chantier de solidarité en collaboration avec d'autres bibliothèques de la ville de Ouagadougou. Objectif, promouvoir la lecture. Avant de nous quitter, cette trouvaille de l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Elle vient de lancer un tournoi de basketball dont l'ambition est de promouvoir les énergies renouvelables. La compétition, qui est à sa première édition, a permis aux équipes de l'USFRAN et l'USCO de s'affronter. Images et commentaires, surtout Justin Daviré.
Usfran de Bobo Dioulasso, Usco de Banfora, un match qui lance officiellement le tournoi de la Supercoupe des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Première édition, la Supercoupe des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique vise à donner de la compétition aux jeunes de la catégorie junior afin d'assurer la relève. Allier sport, basket et énergie renouvelable, ça fait partie de l'éducation de nos enfants, dans la transformation même de notre environnement de façon qualitative. Et donc du coup, ça va aussi leur donner de la compétition. Et comme on l'a dit, c'est la catégorie qui va constituer la relève et il lui faut de la compétition. Et très bientôt, nous allons avoir des plateaux couverts qui vont permettre aux enfants de s'exprimer et d'exposer leur talent au grand jour. Des initiatives à encourager, aussi bien au niveau de l'ANERE que dans d'autres structures. Du reste, avec ANERE, il y a un contrat de partenariat que nous allons tout de suite conclure, peut-être à la finale de la Supercoupe des énergies renouvelables. À travers ce tournoi de basket, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ANERE, trouve là une belle occasion de sensibiliser les participants à la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. ANERE a décidé donc d'accompagner ce tournoi parce que c'est une bonne initiative. Et comme je l'ai rappelé dans le discours, le basketball même est donc dans un contexte éducatif. Nous devrons donc faire de la sensibilisation, notre cheval de bataille. Et nous avons donc souhaité accompagner la fédération dans le cadre donc de ce tournoi, mais également faire de la promotion et le développement donc des énergies renouvelables et l'efficacité, notre cheval de bataille, afin donc de répondre aux exigences du moment. Nous partageons l'idée, nous sommes donc en train d'élaborer ce document-là, et à la finale, ça sera vraiment un contrat signé entre les deux parties, un contrat gagnant-gagnant. Donc, avec ce reportage. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément à Guiaro dans le Nahouri. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.